Bonjour à tous et bienvenue dans la 20e émission de Radio EM Pro en ce mercredi 6 février. Alors aujourd'hui, ça va être une émission un peu spéciale parce qu'on va faire une émission pour fêter la 20e émission sur le tour du monde. Déjà, on s'excuse de ne pas avoir fait d'émission la semaine dernière, mais avec les problèmes de neige, il n'y avait pas beaucoup d'élèves à l'IM Pro, donc on a dû annuler l'émission. Alors on commence comme toutes les semaines par l'actualité de l'IM Pro, donc les jeunes en stage, Jacques Oscar et Diariata cette semaine. L'ensemble des professionnels tient à remercier les parents et les jeunes ainsi que les anciens pour leur participation au bal de vendredi dernier. Ce fut une fête réussie, nous espérons reconduire ce type d'événement l'année prochaine. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part afin d'améliorer la fête. Par exemple, là, cette année, on avait décidé de faire un jeu autour du monde qui a plutôt bien marché. Donc voilà, ce sont ce genre de projets qui peuvent améliorer le bal et donner à plus de monde l'envie de venir. Donc tout de suite, nous allons passer au début de notre émission. On retrouve Tony. Alors Tony va plus nous faire des présentations des gens de l'IM Pro parce qu'on a fait le tour. Mais ce matin, Tony va partir voir des élèves. Il va leur poser des questions autour du voyage pour savoir quels sont les pays dans lesquels ils ont envie d'aller, etc. Tony, on vous retrouve, c'est à vous. Et tu es déjà allé dans un pays étranger? Ouais, en Angleterre. Si oui, lequel? Angleterre. Quels sont les pays du monde dans lesquels tu aimerais aller? Portugal, Allemagne, Italie, Espagne, Roumanie, Autriche et Amérique. Ok, alors est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu aimerais aller dans un de ces pays, en tout cas? Peut-être pas tous, mais pourquoi? Par exemple, pourquoi tu aimerais aller au Portugal? Parce que là-bas il fait chaud. Mhm. Et c'est la fête tout le temps là-bas. Quel est le plat du monde que tu préfères? Le tacos. Quel est un acteur du cinéma que tu aimes? J'aime bien Kanye West. Es-tu déjà allé dans un pays étranger? Non. Si, lequel? Bah, il est pas allé dans un pays étranger. Voilà. Quels sont les pays que tu aimerais aller dans le monde? Martinique. Quel est le plat que tu préfères? La raclette. Quel est le acteur de cinéma que tu aimes? Le quoi? Acteur. Je sais pas. Es-tu déjà allé dans un pays étranger? Oui, Si, oui, lequel? Italie, Ok. Quels sont les pays du monde dans lesquels tu aimerais aller? Japon, Ok. Quel est le plat du monde que tu aimes? Un plat du monde qu'on mange dans le monde que t'aimes bien. Ça peut être des pâtes, ça peut être ouais, des potes, du couscous. Je sais ouais, pas. couscous, Ouais. Ok. Quel est l'acteur de cinéma que tu aimes? Un acteur que t'aimes bien. Et tu es déjà allé dans un pays étranger? Oui, parce que j'étais en Espagne à Valence et c'était super bien. Mais en fait, quand il fait beau, il fait vraiment frais, je crois. Ouais. Quels sont les pays du monde dans lesquels tu aimerais aller? Moi, ce que j'aimerais bien y aller, moi, ce que j'aime beaucoup, moi, j'aime bien y aller au Maroc. J'adore le Maroc et en fait, surtout quand il fait chaud, je m'habille légèrement quand il fait chaud. J'ai vraiment trop chaud pour le coup de soleil, hein. Quel est le plat du monde que tu aimes? Alors, le plat du monde, moi, ce que je préfère, alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les choux-fleurs. Moi, j'adore les choux-fleurs. Quel est l'acteur de cinéma que tu aimes? Moi, le cinéma, ce que j'aime, c'est Minuscule 2, les mandibules du bout du monde. J'adore ça. Ok. C'est bien, Kevin. Vas-y. Es-tu déjà allé dans un pays étranger? Oui, Si oui, lequel? au Canada. Quel est les pays du monde dans lequel tu aimerais aller? J'aimerais aller aux Maldives et en Tanzanie. Quel plat de cuisine dans le monde que tu aimes? Comment? Quel plat? De cuisine Ouais. Du monde. Les plats italiens. Quel acteur de cinéma aimes-tu? Un acteur étranger. Denzel Washington. Merci. Es-tu déjà allé dans un pays étranger? Oui. Dans lequel? Ah, plusieurs. Je suis allée au Sénégal, je suis allée en Tunisie, je suis allée au Maroc, je suis allée en Italie, je suis allée en Floride, donc c'est aux États-Unis. Je suis allée à l'île Maurice, et j'en oublie peut-être encore.
Quels sont les pays dans lesquels voudrais-tu aller? Où je ne suis pas encore allée, où j'aimerais bien aller. J'aimerais bien aller au Pérou. J'aimerais bien aller en Afrique du Sud. J'aimerais bien aller en Thaïlande. Quel est le plat de cuisine que tu aimerais? Les plats de cuisine du monde. Oui, du monde. Alors, le risotto. Quel acteur de cinéma aimez-vous? Ah, ça a déjà été posé comme question, alors je vais changer. On va mettre Georges Clooney. Ok. Es-tu déjà allé dans un pays étranger? Oui, en Europe principalement. Si oui. Si oui, lequel? Alors, beaucoup en Espagne. Quasiment tous les ans en Espagne. Et puis l'Angleterre, la Belgique, où j'ai quelques origines belges. Quels sont les pays dans lesquels tu aimerais aller? Eh bien, j'aimerais bien aller en Amérique du Sud. Quel est le plat de cuisine que tu aimerais dans le monde? Le plat de cuisine, mais en fait, je me rappelle qu'en fait, j'ai été plus loin qu'en Europe, j'étais en Thaïlande. Et là, vraiment, la cuisine thaïlandaise, c'est vraiment trop bon. Quel acteur de cinéma aimes-tu? Quel acteur de cinéma? Si possible, un acteur plutôt étranger. Il me vient Jim Jarmusch, mais c'est plutôt un réalisateur. Mais il a joué aussi, alors oui, un américain. Merci à Tony pour ces interviews de personnes et c'est un fil rouge de l'émission. On va retrouver plusieurs fois Tony qui ira voir d'autres jeunes et d'autres professionnels pour leur poser ces questions-là. Alors, on va parler un peu des différences culturelles selon les pays. Donc moi, je vais vous parler de la première différence culturelle. La première différence culturelle selon les pays dans lesquels on va, c'est la façon de dire bonjour. Dire bonjour dans un pays autre que le sien peut vite devenir le parcours du combattant. Même en France, selon la région, la manière de dire bonjour est différente. Pourtant, sans ce simple bonjour, vous risquez de passer pour quelqu'un d'impoli et de paraître grossier. Voici quelques exemples de salutations dans différents pays. En France, le contact physique est important. Et cela, quel que soit le cadre. Un Français peut être considéré comme tactile pour les étrangers. Dans un cadre professionnel ou avec des inconnus, il est courant de se serrer la main. Dans le cadre privé, c'est la bise qui est commune et qui se fait même pour des rencontres informelles. Attention, selon les régions où vous vous trouvez, il peut s'agir d'une seule bise, de 2, de 3 ou même de 4. La bise est une manière typiquement française de se saluer et est critiquée dans le monde entier. En Asie, au contraire, il est peu commun de se toucher. Il est important de conserver une certaine distance entre les individus. Dans le cadre des affaires, notamment avec des Européens, il sera courant de se serrer la main, mais cette pratique est récente. Auparavant, on se saluait sans se toucher. En Thaïlande et en Inde, il est commun de joindre les deux mains en bas de son visage et de s'incliner vers son interlocuteur. En Chine, les personnes bougent uniquement la tête vers le bas et au Japon, la manière la plus courante pour se saluer est d'incliner la tête et le buste. Vous l'aurez compris, on ne se touche pas dans ces pays. En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, ou dans les pays à dominance islamique, il est courant de mettre sa main droite devant son cœur et de dire salam ou salam alaikum. Les hommes ne se font pas la bise ou très rarement, et un homme ne peut pas faire la bise à une femme. Il est courant dans ces pays que les hommes conservent une distance physique avec les femmes et entre eux, sauf dans le cadre privé. En Amérique du Sud, notamment les pays hispaniques, il est commun de se donner l'accolade entre amis et de se serrer la main lors de la première rencontre ou lorsqu'un homme dit bonjour à une femme. Aux États-Unis, au contraire, il est important de conserver une distance avec son interlocuteur et de donner une poignée de main. Les bises dans le vide, les câlins sont surtout réservés aux femmes qui sont amies très proches de la famille. Deuxième différence culturelle selon les pays où on va, la manière de traverser une route. La manière de traverser une route n'est pas la même dans les pays et pourtant c'est une chose essentielle si vous souhaitiez visiter un pays et une ville. Le code de la route et le sens de circulation changent également. La plupart des pays conduisent à droite, mais certains comme l'Australie, la Thaïlande ou le Royaume-Uni conduisent à gauche. En France, le passage piéton est matérialisé par des rayures blanches et souvent il y a un feu de signalisation. Une fois le piéton engagé sur la chaussée, celui-ci a la priorité et les véhicules doivent s'arrêter. Cependant, la priorité du piéton n'est pas commune à tous les pays. Les pays anglophones, dont le Royaume-Uni, ne donnent pas la priorité aux piétons. Il y a une autre particularité à noter pour certains de ces pays anglophones, comme le Royaume-Uni, lorsque vous attendez pour traverser, il n'est pas courant de trouver un bonhomme ou un feu vert qui vous indique que vous pouvez traverser, exception faite de certaines villes. En effet, vous trouverez plus fréquemment une sonnerie qui retentit quand vous pouvez avancer.
Dans certains États et pays anglais, le temps de traversée est relativement court, donc dépêchez-vous, les voitures ne vous attendront pas. Au sol, il y a également une différence avec la France, il n'y a pas de rayures pour indiquer là où vous devez traverser, mais 2 lignes. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'appel du Royaume-Uni, car ce n'est pas comme en France où à un moment le feu des voitures passe au rouge. Dans ce cas, dans ces pays, pas d'appel sur le bouton égale pas de feu rouge pour les voitures. En Asie, il est commun d'avoir des passages pour piétons au-dessus des routes. Si vous décidez de traverser les voies routières, je vous conseille de le faire là où il y a des agents de circulation ou de suivre une foule de locaux qui traversent. Il n'est pas rare dans ces pays que des piétons soient renversés car les voitures ne leur laissent pas la priorité. Bien entendu, il existe d'autres particularités et une fois sur place, vous pouviez être surpris et décider de ne pas traverser seul. Mais que cela ne vous freine pas, il est important de marcher pour votre santé. Troisième particularité selon les pays dans lesquels on va, montrer ses émotions. La manière de montrer ses émotions est très différente selon les pays et cela dépend des cultures. Dans certaines sociétés, il n'est pas rare de montrer ses sentiments et ses émotions alors que dans d'autres, elles sont plutôt cachées. Par exemple, lors d'un décès dans la culture bouddhiste, on ne doit pas pleurer la mort sous peine que son âme reste sur terre, alors qu'en Europe, par exemple, il est fréquent de pleurer, de se montrer triste et aux États-Unis, après l'enterrement, il est courant d'organiser un repas avec de nombreuses victuailles. Dans la rue et les espaces publics, il y a des différences également. Montrer sa joie, sa peine ou sa colère peut être bien vu dans des pays alors que dans d'autres, c'est un signe de non-tenue et de honte. En Chine, la joie sera montrée, mais la colère, les critiques et la peine seront cachées, notamment dans les entreprises. Cependant, dans les provinces ou dans les marchés, il n'est pas rare de voir des personnes qui s'énervent et se bagarrent. Au Japon et en Thaïlande, il n'est pas convenable de montrer ses émotions et faire une démonstration de son affection en public. Se tenir la main et s'embrasser sont des gestes à proscrire. En Amérique latine, les émotions sont exprimées directement. Joie, peine ou colère, les latinos sont très expressifs et réagissent rapidement. Même les marques d'affection se font dans la rue. Au Royaume-Uni, il est de plus en plus courant de voir des marques d'affection, mais en général, les émotions sont maîtrisées en public. Les émotions sont des sentiments qui peuvent a priori se contrôler. C'est ainsi que dans certains pays, montrer son amour peut être toléré alors que dans d'autres, cela est un signe d'outrage. Quatrième différence culturelle, les espaces publics. La rue et les espaces publics sont des lieux qui peuvent suivre un grand nombre de règles dans certains pays et quasiment aucune dans d'autres. Alors qu'en Europe, il est commun de manger et de boire n'importe où et de fumer en extérieur. Ce n'est pas le cas d'autres pays. Certains pays sont beaucoup plus stricts dans les règlements et les usages des lieux publics et de nombreuses sanctions peuvent être mises en œuvre. En Asie, par exemple, il n'est généralement pas toléré de manger dans les transports en commun sous peine d'amende. Au Japon, il est interdit de manger, de boire et de fumer dans la rue et de se moucher en public, il faut se rendre aux toilettes. De plus, avant d'entrer dans certains restaurants, dans les temples ou dans les habitations, il est nécessaire d'enlever ses chaussures et de les laisser à l'endroit prévu. À certains endroits où vous trouverez des chaussons, sinon que vous devez vous y rendre en chaussettes ou pieds nus. Il est également interdit pour une femme de toucher un moine, et cela, quelle que soit la situation, si vous êtes bousculé ou si vous êtes dans une file d'attente, elles doivent se tenir à distance respectable du moine. Il est également interdit de toucher la tête d'un enfant. Dans certaines villes de Thaïlande, une musique peut retentir à tout moment, retentir à tout moment et tous les Thaïs se figent, cette musique étant la musique royale. Il est important que vous ne bougez plus, ne parliez plus et ne riez pas, car cela revient à être irrespectueux envers la famille royale et donc vous risquez une conduite en prison. Aux États-Unis, il est interdit dans certains États de fumer et de boire de l'alcool dans les lieux publics. C'est le cas par exemple de la Californie. De plus, dans les transports en commun, il est plus sûr de faire l'appoint
Dans certaines villes, la coutume est de ne pas rendre la monnaie comme à New York. Alors, dernière différence culturelle qu'il existe selon les pays, c'est au niveau des vêtements. Alors, sans pour autant porter les vêtements traditionnels de vos hôtes, ce dont vos contacts pourraient d'ailleurs s'offusquer, respectez les us et coutumes locaux. Au Qatar, par exemple, comme dans la grande majorité des pays musulmans, les femmes d'affaires se doivent de porter des vêtements amples, couvrant les genoux et les épaules, et abandonner les talons aiguilles. Quant aux hommes, le costume cravate reste un grand classique. Abandonnez vos chaussures à l'entrée en signe de respect, mais aussi pour des raisons d'hygiène dans de nombreux pays comme le Japon, la Corée, la Turquie, le Maroc, mais aussi la Suède ou la Suisse. À table et à l'heure. Dernière différence traditionnelle. Alors au Kosovo aussi, on enlève les chaussures. Ok. Trinquer en levant son verre n'est pas qu'une tradition française, mais en Turquie ou en Chine, il vous faudra toucher celui de votre interlocuteur plus bas, s'il s'agit d'une personne plus âgée ou plus haut placée dans la hiérarchie en signe de respect. Tandis qu'en Allemagne ou en Suisse, le toast doit être porté à toutes les personnes présentes autour de la table. Et tout de suite, après avoir fait cette petite chronique sur les différences culturelles, on va vous passer un morceau de musique. Et ce matin, le morceau de musique qu'on va vous passer, c'est un morceau de musique qui a été enregistré par un élève de l'IMPRO. C'est un morceau d'accordéon qui a été enregistré par Yvan. Et ça reste dans le thème du voyage parce que Yvan a joué à l'accordéon une chanson qui est une polka polonaise. Donc tout de suite on écoute Yvan. Nous allons jouer un petit air d'accordéon. Ça va être polka russe et valse triste. C'est parti. Plutôt sushi ou plutôt kebab? Sushi, moi. Plutôt assiette ou plutôt Assiette. détente Assiette, on au est là. bord de la mer? Assiette. La mer, moi. Plutôt vacances ou ski en vacances à la plage? À la plage, on est là. Plutôt Amérique ou plutôt Asie? France. Plutôt Big Bang à Londres ou la Statue de la Liberté à New York? À New York, moi. Plutôt Tunisie ou plutôt Amsterdam. Espagne. Plutôt Omano ou plutôt vêtements européens? Vêtements européens. Plutôt voyage en France ou dans le monde? Dans le monde. Plutôt sushi ou plutôt kebab? Plutôt kebab. Plutôt assiette ou plutôt détente au bord de la mer? Au bord de la mer. Plutôt vacances ou ski? J'arrive plus, attends. Plutôt vacances au ski ou plutôt vacances au bord de la mer? Au bord de la mer. Ok. Plutôt Amérique ou plutôt Asie? Asie. Plutôt Big Bang ou Londres? Plutôt Big Ben, la grande horloge à Londres, ou plutôt la Statue de la Liberté aux États-Unis? Que t'as dit? La Statue de la Liberté? Ok. Plutôt Tunisie ou Espagne? Espagne. Plutôt Kimono. Kimono ou plutôt vêtements européens? Plutôt kimono ou vêtements européens? C'est-à-dire, est-ce que tu préfères t'habiller comme les Japonais ils font là quand ils portent leur grand costume traditionnel, ou comme nous les Européens, c'est-à-dire comme on est habillé là? Ok. Plutôt voyage en France ou dans le monde? Dans le monde. Plutôt sushi ou plutôt kebab? Kebab. Plutôt assiette ou plutôt détente au bord de la mer? Détente au bord de la Plutôt mer. vacances ou plutôt ski, vacances à la plage? Vacances. Plutôt Amérique ou plutôt Asie? Amérique. Plutôt Big Bang? Plutôt Big Ben à Londres, tu sais, la grande horloge en Angleterre, ou plutôt la Statue de Liberté aux États-Unis? Statue Liberté. Plutôt Tunisie ou plutôt Espagne? Espagne. Plutôt kimono ou plutôt vêtements européens? Plutôt kimono comme les Japonais, ou vêtements européens, c'est-à-dire comme nous on est habillés? Vêtements. Européens. Européens. Ok. Et tout de suite, on retrouve Jelza pour une recette autour du monde. Et Jelza nous a choisi une recette des États-Unis. La recette qu'elle a choisie, c'est le cheesecake. Alors, on écoute Jelza pour la liste des ingrédients. Alors, cheesecake fondant, 500 grammes de biscuits de miette, 100 grammes de beurre fondu. Pour préparation,
50 g de fromage nature tartiné tube de Philadelphia, 3 œufs, 3 neiges, blanc-neige, 25 g de sucre poudre, extra vanillé. Alors, je répète, si vous n'avez pas eu le temps de noter les ingrédients que nous a donné Gelsa, je vous les répète, je vous les redis, les ingrédients qu'elle nous a dit. Alors, pour le fond de tarte, 250 g de biscuits en miettes, 80 g de beurre fondu. Pour la préparation, 500 g de fromage nature à tartiner, type Philadelphia, 3 jaunes d'œufs, 3 blancs en neige, 125 g de sucre en poudre et de l'extrait de vanille. Je vous lis la recette. Préchauffez votre four à 160 degrés Celsius. Mélangez les miettes de biscuits avec le beurre fondu. Tassez bien au fond de votre moule, pas besoin de le graisser au préalable. Vous pouvez aussi, si vous avez plus de miettes, les faire remonter légèrement sur les bords. Passez le moule 10 minutes dans le four chaud, puis sortir. Battez au fouet électrique le fromage avec les jaunes d'œufs, le sucre en poudre, l'extrait de vanille, puis incorporez délicatement les blancs en neige, pour plus de moelleux. Versez la crème sur le fond biscuité. Cuisez 30 minutes environ, le centre devra être encore bien humide. Enfoncez un cure-dent pour tester sans faire trop de dégâts. Et ne vous reste plus qu'à vous régaler. Merci Gelsa pour la recette du cheesecake. Et tout de suite on passe aux actualités. Alors l'actualité, j'ai choisi de faire une actualité centrée autour du monde et je vais essayer de vous expliquer un peu la crise qui se passe au Venezuela en ce moment. Le Venezuela est un pays d'Amérique latine qui compte 31 304 016 habitants. Il est situé au nord de la Colombie et à l'ouest de la Guyane. La réunion du groupe de Lima qui s'est tenue à Ottawa lundi avait pour but d'offrir une réponse à la crise vénézuélienne qui est politique et sociale, mais d'abord et avant tout économique. Voici 5 clés pour comprendre pourquoi la planète est aujourd'hui tournée vers ce pays d'Amérique du Sud. Alors, le Venezuela est loin d'être une grande puissance économique européenne. C'est un joueur secondaire. Cependant, entre le début des années 1980 et le tournant des années 2010, le pays se classait généralement au 3e ou 4e rang parmi les pays d'Amérique du Sud au chapitre du PIB, derrière le Brésil et l'Argentine. La forte baisse des prix du pétrole survenue en 2014 l'a cependant fait dégringoler. Il est aujourd'hui au 7e rang derrière des pays près de 2 fois moins populeux comme le Chili et l'Équateur. Alors, l'économie pétrolière du Venezuela. Le Venezuela a des échanges commerciaux limités avec les autres pays d'Amérique du Sud et appuie son économie presque exclusivement sur ses abondantes ressources pétrolières dont la nationalisation a débuté en 1976. Depuis les années 60, le pétrole a presque toujours représenté plus de 90% des exportations du pays. Selon les dernières données fournies par la Banque mondiale, cette proportion était de 98% en 2017. Or, depuis la crise financière de 2009 et la dégringolade des cours du pétrole quelques années plus tard, les revenus de l'État ont dramatiquement chuté. À cette baisse des prix s'ajoute le fait que les États-Unis, qui étaient jusqu'alors les principaux acheteurs du pétrole vénézuélien, n'ont presque plus besoin de cette ressource depuis qu'ils peuvent produire eux-mêmes du pétrole de schiste. Le Venezuela, depuis de nombreuses années, a plus besoin des raffineurs américains que les Américains ont besoin du pétrole vénézuélien. L'inflation galopante. Le manque de revenus de l'État vénézuélien a en effet un effet domino sur l'ensemble de l'économie. Coupe dans les programmes sociaux, pénurie alimentaire, hyperinflation, hausse vertigineuse du prix des denrées et baisse du pouvoir d'achat des consommateurs ayant entre les mains une monnaie qui ne vaut presque plus rien. Le pays est en faillite complète. C'est cette crise qui a jusqu'à maintenant poussé 3 millions de Vénézuéliens à fuir leur pays, un chiffre qui pourrait atteindre 5 millions d'ici la fin de l'année. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, la population du Venezuela diminuera de près d'1 million de personnes entre 2019 et 2020, passant de 28 à 27,1 millions de personnes. Militaire et en contrôle, le bras de fer entre le président Nicolás Maduro et son opposant Juan Guaidó, qui s'est déclaré président par intérim, n'est pas une crise politique. C'est une bataille pour reprendre le contrôle des ressources et du fonctionnement de l'économie. Le président Maduro a nommé un ancien général Manuel Quevedo à la tête de la PDVSA, la Compagnie nationale du pétrole vénézuélien, ce qui signifie en quelque sorte que les militaires ont pris le contrôle de l'économie. Dans les dictatures militaires, on pense toujours à la politique, à la censure, à l'autoritarisme, mais jamais au fait que ces gens-là se mettent aussi à contrôler les ressources économiques. Horizon bouché. Si Juan Guaidó en venait à écarter Nicolás Maduro du pouvoir et à s'imposer, on ne sait pas quel sort il réserverait aux militaires qui ont entre les mains les principaux leviers économiques du Venezuela, et encore moins ce qu'ils pourraient faire pour remettre l'économie du pays sur les rails. Ça fait 50 ans qu'on leur dit de diversifier leur économie, ça fait 50 ans qu'ils le savent, ça fait 50 ans qu'ils n'ont rien fait. Alors, quelle est la situation actuelle aujourd'hui au Venezuela ? Aujourd'hui, l'opposant Juan Guaidó a été reconnu président légitime par beaucoup de pays de la communauté internationale,
alors que le président en place, Nicolás Maduro, est soutenu par la Chine et par la Russie. Des militaires favorables à Nicolás Maduro bloquent un pont entre le Venezuela et la Colombie pour empêcher l'arrivée d'une aide humanitaire en faveur de la population. Comme on vous l'a dit précédemment, on s'attend à énormément de migration et on pense qu'il y a beaucoup de Vénézuéliens qui vont quitter leur pays pour s'installer dans des pays limitrophes tels que le Chili par exemple. Et tout de suite on va passer à la chronique des sports. Alors aujourd'hui, pareil, on a décidé de s'intéresser à des sports un petit peu marginaux, à des sports dont on ne parle jamais. Et donc Aurélien pour une fois, va pas vous parler de foot, de rugby, etc. Il va vous parler de sports complètement atypiques. Donc on retrouve Aurélien pour les sports les plus surprenants du monde. Shira est un festival qui se tient tous les 6 ans à Nagano, au Japon, les années du singe et du tigre selon le calendrier chinois. Cela fait près de 1200 ans que les Japonais célèbrent cette fête des piliers célestes. Les participants remontent jusqu'au sommet d'une colline, des troncs décorés qui pèsent parfois jusqu'à 10 tonnes. C'est alors que débute la cérémonie du Ki-Otoshi, chute d'arbre. Les hommes chevauchent les troncs lors de la descente pour montrer leur courage en essayant de ne pas s'écraser ou d'écraser les autres. À la fin, les piliers sont plantés dans la terre pour symboliser le renouvellement des fondations des 4 temples de la région. Alors un sport que j'aime bien, moi, qui m'a fait assez rire quand je l'ai vu sur YouTube, c'est le cheese rolling. En Grande-Bretagne, est-ce que vous pouvez nous en parler, Aurélien ? Là aussi, c'est un sport traditionnel qui se déroule sur une colline, mais cette fois-ci, les participants courent derrière un fromage. L'événement a lieu en mai sur la colline Cooper's Hill à Brockworth, près de Cheltenham et de Gloucester, en Grande-Bretagne. Pas de médaille pour le gagnant, mais un gros morceau de fromage. Son poids est estimé à 3,6 kg. En 1997, un participant a même été blessé par celui-ci, ce qui reste assez rare. Les blessures sont souvent dues au mauvais état du terrain, chevilles foulées, os brisées, tendinite. Heureusement, en bas de la colline, des infirmiers sont là pour soigner les blessés. Alors, Jai, un sport un peu ancien parce qu'il était déjà joué par les Mayas, donc c'est en Amérique centrale. Les Mayas jouaient déjà au Chai, il y a 1000 ans, mais au Salvador, les habitants perpétuent la tradition lors d'un festival culturel dans la commune d'Aguilares. Vêtements mésoaméricains, peinture sur le visage ou encore masque traditionnel. Les joueurs jouent avec une balle de feu et n'utilisent que leurs genoux, leurs coudes, leurs hanches ou encore des battes en bois. Alors, un sport traditionnel qui regroupe plusieurs sports européens comme le rugby, le foot, c'est le calcio florentin à Florence. Le calcio florentin, c'est un mélange entre la boxe, la lutte et le rugby. Le jeu a lieu au mois de juin à Florence. Il est pratiqué uniquement dans la capitale toscane. Le but du jeu, défendre son quartier. 4 équipes s'affrontent représentant 4 quartiers différents, les rouges, les verts, les bleus, les houlets et les blancs. Le but est d'aller marquer une caca, le ballon dans les filets d'en face. À part cela, il n'y a presque aucune règle. C'est pour cela que le calcio florentin est souvent considéré comme le sport le plus violent au monde. Alors, le Léo Burti en Géorgie. Ce sport, c'est l'ancêtre du rugby à 15 en Géorgie. Lélo signifie essai et Burti ballon. Lélo, c'est également le surnom de l'équipe de rugby de Géorgie. Le jeu a lieu une fois par an, à Pâques, et oppose les villageois sur un terrain délimité par une rivière. Le but est d'emmener une lourde balle de l'autre côté de la rivière, protégée par l'équipe adverse. La balle en cuir pèse près de 18 kg, car elle est pleine de sable. Le prêtre du village la bénit, la pose au milieu du village et lance les hostilités. En 2015, un villageois est décédé en jouant au Lélo, car dans ce jeu, la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Le Gaojiao Jingsu ou la course sur les échasses. En Chine, la course sur les échasses se fait à bord d'une échasse fabriquée avec des tiges de bambou. La plateforme destinée à poser les pieds est placée à 40 cm au-dessus du sol. Au XIVe et XVe siècle, le peuple Tujia
qui vivait dans la province de Hunan, utilisaient des échasses en bambou lors des saisons des pluies, quand les terrains et les chemins étaient très boueux. Avec leurs embouts pointus, ces échasses leur permettaient de ne pas glisser. Aujourd'hui, la course de vitesse sur échasse est une activité sportive à part entière. Ce sport très populaire est pratiqué lors de certains jeux ethniques nationaux et lors de plusieurs festivals. Alors, la vitesse maximale atteinte par les athlètes chinois est de 12,5 secondes par 100 mètres. Alors, les deux sports qui me font bien rire, là, les deux prochains sont assez drôles. Alors, écoutez bien Aurélien qui va vous en parler. Donc, le porté de femme en Finlande. Que feriez-vous pour un peu de bière? Partez en Finlande, participez à une course où les hommes doivent porter leurs femmes. Le vainqueur reçoit le poids de sa coéquipière en bière. Le tir de petit pois en Angleterre. En utilisant votre souffle et une sarbacane, vous devez lancer un petit pois sur une cible et marquer des points. Un sport que l'on retrouve le plus souvent en Angleterre. Et on finit avec deux sports, alors un en Asie et un en Écosse. Alors le kabaddi en Asie. Le kabaddi est un sport populaire en Asie. 2 équipes de 7 joueurs s'affrontent sur un terrain. Un membre de chaque équipe joue le rôle de l'attaquant raidé. Son but est de toucher un membre de l'équipe adverse pour l'éliminer. Il doit également retenir sa respiration. La défense doit constituer une chaîne et empêcher le raidé de rentrer dans son camp. Et le caber, le lancer de tronc d'arbre en Écosse. En Écosse, les hommes les plus costauds tentent de faire un demi-tour complet à un tronc d'arbre ou à une poutre de plus de 4 mètres. Eh bien, merci à Aurélien pour cette présentation des sports un peu insolites du monde. Merci beaucoup. Et tout de suite, on retrouve Janice et Jelza pour nous parler d'une recette excellente, la tchouk-tchouka, que j'ai eu l'occasion de manger grâce à une brillante cuisinière que j'embrasse au passage. Et donc, la tchouk-tchouka, on y va pour les ingrédients, Janice. Alors, 5 poivrons 5 poivrons rouges, rouges, 7 tomates, ouais, une demi-gousse d'ail, l'ail, un demi-morceau de sucre, oui, une poignée d'olive une poignée d'olive, et de l'huile de tournesol. le sel. Très bien, Janice, excellent. Merci pour les ingrédients. Écrire poivron barbecue. Mettre sur la grille. Faire noircir toute la peau de poivron. Une fois. Il faut noircir, mettre d'un papier journal. Un par un dans un papier journal. Un par un dans le journal. Jusqu'à ce qu'il tiédisse. 10. Une fois les poivrons tièdes, retirez les graines, puis les couper en lamelles. Couper les tomates en dés. Ok. Dans un faitout, mettre un peu d'huile, les poivrons et les tomates, ainsi que l'ail, le morceau de sucre et les olives vertes. Faire cuire à grand feu pendant une vingtaine de minutes, puis à petit ou moyen feu jusqu'à ce que la préparation commence à accrocher. Il ne doit plus y avoir d'eau. Cette préparation se mange en entrée avec du pain. Cela se mange froid, tiède ou même chaud, en accompagnement d'une viande ou d'un poisson blanc. Certaines personnes aiment y casser un œuf en fin de cuisson. Eh bien, merci Jelza et merci Janice pour cette excellente recette de la tchouk-tchouka. Es-tu déjà allé dans un pays étranger? Oui, tout à fait. Si oui, lequel? Il y en a plusieurs. Alors, je suis allée en Inde, il y a très longtemps, au Népal, en Afrique. J'ai vécu à l'île de la Réunion, mon fils est né là-bas. Et les États-Unis, j'ai vécu avec les Indiens d'Amérique, dans l'Oklahoma. Et voilà, plein de voyages. Quels sont les pays que tu aimerais aller dans le monde? J'aimerais aller voir. Il y en a plein. L'Iran. L'Iran, j'aimerais bien. Quel plat du monde aimes-tu?
Oh, il y en a plein. J'aime la cuisine africaine, j'aime la cuisine d'Asie, j'aime la cuisine de partout un peu, sauf les hamburgers. Quel est l'acteur du monde que tu aimes? Un acteur étranger, ouais. Ou une actrice. Oui, j'en ai. Tim Robbins, que j'aime beaucoup. Tu es déjà allé dans un pays étranger? Oui. Si oui, lequel? Le Portugal. Quels sont les pays du monde dans lesquels tu aimerais-tu aller? Ça passe. L'Irlande, l'Écosse ou le Tibet. Quel est le plat du monde que tu aimes? Quel est le plat du monde que tu aimes? Le couscous. Quel acteur de cinéma aimes-tu? Adrian Brody. Est-ce que vous êtes déjà allé dans un pays étranger? Oui. Si oui, lequel? Lesquels ou lequel? Lesquels? Alors, Sénégal, Portugal, Espagne, Italie, Belgique, Hollande. Ça doit être tout, c'est déjà pas mal. Quels sont les pays que vous aimeriez aller visiter? Si Trump s'en va, les États-Unis. Quel est le plat du monde que vous aimez? Mon plat préféré, c'est les côtes de bœuf. Quel acteur du monde aimez-vous? Sincèrement, aucun. Es-tu déjà allé dans un pays étranger? Non. Quels sont les pays du monde dans lesquels tu aimerais aller? Les États-Unis. Quel est le plat du monde que tu aimes? Le plat. Un plat étranger. Est-ce que tu as un plat étranger? Non? Non. Quel acteur du cinéma du monde aimes-tu? Un acteur? En Marseille. Es-tu déjà allé dans un pays étranger? Oui, Si oui, lequel? la Tunisie. Quels sont les pays que tu aimerais visiter dans le monde? Les autres pays. T'aimerais aller? Il y en a plein. Baléares. Quel est le plat de cuisine du monde aimes-tu? Un plat. Couscous. Quel acteur du cinéma du monde aimes-tu? Will Smith. Est-ce que tu es déjà allé dans un pays étranger? Oui, plein. Si oui, lequel? Lesquels? Alors, celui qui m'a le plus marqué, c'est le Kenya. J'étais jeune, j'avais à peu près vos âges, et voilà, ça m'a beaucoup marqué parce que c'est magnifique avec tous les animaux dans la nature, etc. Et les autres? Moi, j'aimerais bien savoir. Alors, je suis allée également aux États-Unis. Donc, les États-Unis, c'est très grand, donc j'ai pas vu tous les États-Unis, hein, mais j'ai fait Las Vegas, notamment, la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, avant qu'il y ait l'ouragan qui balaye cette ville. D'ailleurs, la Nouvelle-Orléans, c'était formidable, avec vraiment tel qu'on peut l'imaginer, avec les maisons, des vieilles maisons françaises, les petits bars avec les hommes qui jouent du jazz, etc., etc. Et voilà, j'ai dû en faire d'autres, mais c'est les deux qui m'ont le plus marqué, qui me reviennent là, comme ça. Quels sont les pays que tu aimerais visiter? Je ne sais pas. Il y a un pays pas loin de chez nous que j'aimerais bien aller voir un jour, c'est l'Allemagne. L'Islande également, parce qu'il paraît que c'est très beau et très nature. Et voilà, pour l'instant, c'est tout. Mais le problème, c'est que j'ai un peu peur de l'avion, donc du coup, je ne voyage pas beaucoup. Quel plat du monde aimes-tu? Oh, tout. Je suis très gourmande. J'aime beaucoup la cuisine indienne, la cuisine asiatique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type? La cuisine libanaise. Il y a, je sais plus ce qu'il y a d'autre comme cuisine. Italienne. Italienne, très bon, ouais. Oui, mexicaine. À part la dinde au chocolat, c'est un peu spécial, ça, je suis pas fan. Voilà. Quel acteur du monde aimes-tu? Un acteur étranger. Acteur étranger. Ou une actrice. Hein. Oui, j'aime bien Leonardo DiCaprio. Pas pour son physique, hein, mais parce que je trouve que c'est vraiment un acteur qui s'est bonifié avec le temps et qui est devenu excellent et qui joue notamment dans un de mes films cultes qui s'appelle Inception. Et voilà.
Alors, on se retrouve pour la dernière partie de l'émission de Radio IM Pro. Donc, on va essayer de vous parler un peu de culture. Alors, on va essayer de faire court parce que j'avais prévu pas mal de choses, mais on va faire court. Donc là, Tony va vous parler d'un artiste congolais, Fally Ipupa. Et donc, on écoute Tony. De l'afro-trap à l'afro-trap, en passant par le coupé décalé de Dombolo ou la rumba congolaise, cet artiste rythmait le passage culturel africain avec les différentes créations et sonorités. Il faudra avoir l'œil sur lui. Donc, Fally Ipupa. Et on écoute un peu Tony qui nous résume un peu sa carrière en quelques lignes. Élu meilleur artiste francophone 2017, Fally Ipupa, le prince de la rumba, le roi du tokos musique, a raflé ses 6 prix sur de la récente Afrima Awards en musique festival. À 40 ans, il est le seul artiste francophone à dominer le paysage de la musique africaine en perpétuant les sonorités traditionnelles de la rumba du Dombolo depuis 20 ans. Sa chanson Eloko Yo, extrait de son 4e album, enregistré des dizaines de millions de vues sur les médias sociaux. Alors, merci Tony, on a parlé un peu donc du Congo, donc de l'Afrique pour ce qui est de la musique avec Fally Ipupa, et là on va s'intéresser à un genre complètement différent. On part en Amérique du Sud, où il y a un genre musical qui est à la mode depuis un bon moment, c'est le reggaeton. Alors reggaeton, Aurélien va un peu vous raconter son histoire et ses origines. Donc Aurélien, on vous retrouve pour le reggaeton. Le reggaeton est un style musical qui vient du reggae de la Jamaïque avec des influences de hip-hop en provenance des États-Unis. Basé sur le reggae espagnol qui s'est développé au Panama et à Porto Rico dans les années 1970, c'est surtout à partir de cette île des Caraïbes que le reggaeton s'est répandu au cours des années 1990. Grâce aux apports du hip-hop et du rap, les portoricains ont réussi à toucher un large public en Amérique latine et aux États-Unis, utilisant des instruments de musique moderne comme le synthétiseur, le sampler ou la boîte à rythme, aux côtés des instruments plus traditionnels du reggae. C'est donc en Jamaïque que l'on va aller chercher les origines du reggaeton, quand de nombreux Jamaïcains d'origine afro-antillaise émigrent à Panama où va se développer le reggae espagnol. Cette communauté jamaïcaine s'installe dans la province de Colón, dans la ville de Panama et à Bocas del Toro, aux côtés d'autres immigrants provenant de la Barbade, de Trinidad et Tobago et d'autres îles des Antilles. Peu à peu, ces Jamaïcains vont influencer les goûts musicaux de la population panaméenne, qui va rapidement intégrer le reggae parmi les styles les plus écoutés dans le pays. À la fin des années 1970, apparaissent les premiers artistes de reggae espagnol à Panama comme Rastanini, Wasanga, Nando Boom, Pocho Pan, El General, Carlito Soul ou Apache Ness. Au cours des années 1980, les compositeurs de reggae espagnols vont introduire d'autres styles inhérents au reggae jamaïcain comme le roots reggae du mouvement Rastafari, dont Bob Marley en est l'icône. Puis Renato créera en 1985 le premier reggae dancehall en espagnol, El Deni, qui va être repris par la plupart des artistes panaméens comme Reggae Sam, Chicho Man, Pepito Casanova, Carmelita Anderson. En 1990, des artistes panaméens comme El General Gringo, El Original et El Profeta vont se produire sur les scènes de Brooklyn à New York, ce qui va permettre au reggae espagnol de se faire connaître internationalement. Michael Ellis est le producteur de la plus grande partie des compositeurs de reggae espagnol et c'est lui qui va donner le nom de reggaeton à ce nouveau style musical, reprenant les influences du reggae jamaïcain, du dancehall et du ragamuffin.
Pendant les années 1990, le reggaeton va alors se développer à Puerto Rico grâce à la venue d'artistes venus des îles Vierges comme Jomo Pemberton, The Jazz Band ou The Zioneers Band et d'artistes latinos comme Cultura Profética, Vico C, Milo Torres et El Tercer Planeta, Filosofia ou Gomba Jabari. L'influence du reggae des îles Vierges et de celui du Panama va alors offrir toute sa puissance au reggaeton qui vient de naître à Porto Rico. À Porto Rico, le reggaeton est un style musical qui va séduire rapidement les couches populaires, car les chanteurs vont interpréter des chansons qui parlent de la vie quotidienne, en se mélangeant avec le hip-hop et le rap venu des États-Unis. Le reggaeton portoricain va toucher une cible encore plus large que le public latino-américain. Au début des années 2000, le reggaeton s'implante sur le territoire des États-Unis grâce à des artistes venus de différents horizons, comme le groupe panaméen Los Racas, l'américain d'origine portoricaine Nord, ou le chanteur Ramon Luis Ayala Rodriguez, plus connu sous le nom de Daddy Yankee. Daddy Yankee est très certainement un de ceux qui a le plus popularisé le reggaeton dans le monde. C'est en 2004 que le chanteur portoricain commence sa carrière avec succès puisque son premier album, Barrio Fino, se classe rapidement en première position du top latin album de Billboard. Dans cet album figure la chanson Gasolina, qui va se positionner aux premières places de nombreux hit parades du monde entier. Daddy Yankee sera vite rejoint par la suite par d'autres chanteurs de reggaeton qui déferleront en Amérique latine, aux États-Unis et dans le monde entier. Parmi ces artistes, on retiendra surtout Don Omar, un autre portoricain qui popularisera surtout le genre en Amérique latine et en Espagne avec des titres comme Dil, Dal Don Dal, Aunque Te Fuiste ou Angelito. Don Omar va remporter de nombreuses récompenses et faire un triomphe en 2013 en remportant 10 prix dans les 18 catégories où il était nominé pour les Latin Billboard Awards. Comme pour le rap, les paroles du reggaeton expriment le plus souvent la souffrance d'un peuple en rébellion contre son gouvernement, dénonçant la pauvreté et les droits fondamentaux. Ces chansons feront le plus souvent allusion aux problèmes que rencontre la jeunesse dans la vie quotidienne, comme la drogue qui court dans les rues des quartiers défavorisés, les femmes, le sexe et l'amour. Merci à Tony et à Aurélien pour leur présentation des deux artistes, donc Fally Ipupa pour la République démocratique du Congo et à Aurélien pour sa présentation du reggaeton. Tout de suite, je vais essayer de vous clôturer un peu ce chapitre culturel en vous parlant d'un événement qui a lieu tous les ans et qui est très attendu, c'est le Nouvel An chinois. Ce mardi, l'année du cochon de terre succède à celle du chien de terre, et comme chaque année, les 1,4 milliard d'habitants que compte la Chine vont célébrer cette entrée dans le nouvel an lunaire en allant rendre visite à leur famille, en écrivant des messages à leurs proches et en ouvrant leur porte-monnaie pour acheter des cadeaux. Très attendu, ce nouvel an lunaire est le premier depuis le début de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Alors que de centaines d'entreprises locales ont lancé des avertissements sur bénéfices et que des multinationales ont tiré la sonnette d'alarme sur le ralentissement de la demande, cette semaine de vacances représente le premier test de résistance du consommateur chinois. Alors, le Nouvel An chinois, c'est quoi ? C'est la plus grande migration humaine de l'année qui se prépare. 73 millions de personnes vont voyager pendant cette période de fête jusqu'au 10 février. C'est davantage que le nombre de voyageurs à être passés en un an par l'aéroport de Charles de Gaulle. Face à cette forte affluence, les compagnies aériennes et les aéroports ont mis en place des dispositifs exceptionnels. Air China a augmenté ses capacités logistiques et renforcé la fréquence de ses vols sur ses lignes les plus populaires comme Paris, Londres, Bangkok, Phuket, Hawaï, Los Angeles, Sanya, Guilin ou Xi'an. Les chemins de fer seront aussi sollicités. Des millions de Chinois vont quitter les grandes villes pour regagner leur région d'origine et passer en famille les traditionnelles vacances du Nouvel An lunaire. Environ 413 millions de voyages sont attendus. Des milliards de yuan dans les Wanbao. En une journée, des milliards de yuan vont changer de main, ou plutôt de téléphone portable. L'an dernier déjà, plus de 688 millions de Chinois ont utilisé l'application mobile WeChat pour envoyer sous forme électronique des Wanbao, ces fameuses enveloppes rouges dans lesquelles la tradition veut qu'on glisse de l'argent à l'occasion du Nouvel An. Des milliards de yuan de shopping.
Cadeaux, sorties au restaurant, soirées au cinéma, lors des festivités, les Chinois sont nombreux à fréquenter les centres commerciaux. L'an dernier, ils ont dépensé 926 milliards de yuan dans les restaurants et les commerces. Les biens high-tech comme les robots aspirateurs étant particulièrement populaires. Cette année, la star du box-office sera la truie Rose Peppa Pig. Un temps décrié en Chine pour être devenu un symbole subversif, ce personnage d'un dessin animé britannique revient en force dans un film qui sort cette semaine intitulé Peppa Pig célèbre le nouvel an chinois. Dans ce long métrage sino-britannique, la truie sera accompagnée de 2 nouveaux amis, Jiaozi, ravioli, et Tang Yuan, boulettes de riz glutineux, nommés en référence à 2 spécialités culinaires chinoises consommées durant les fêtes. Les produits dérivés se vendent comme des petits pains. Depuis quelques semaines déjà, Peppa Pig a envahi les étals des magasins des paquets de gâteaux aux peluches, en passant par les trous sous les porte-clés. Des dizaines de produits de luxe personnalisés. D'après Bloomberg, la demande en bijoux augmente traditionnellement durant les vacances chinoises, l'or étant considéré comme un cadeau de bon augure offert aux plus jeunes par les générations les plus anciennes. Mais il n'y a pas que l'or qui séduit les Chinois, les plus fortunés. Les grandes marques du luxe profitent également du passage à la nouvelle année lunaire. Le géant de la mode LVMH constate une forte demande de la part des consommateurs chinois pour ses spiritueux et ses articles en cuir. Moins facile de vendre des accessoires, des vêtements à l'effigie du cochon qui ne bénéficient pas du même attrait universel que ses prédécesseurs chiens ou coqs, mais les marques de mode ne se sont pas laissées décourager. Gucci s'est inspiré des 3 petits cochons de Walt Disney pour une série de portefeuilles, sacs et chandails, tandis que les Italiens de Moschino ont opté pour le personnage Porky des dessins animés Looney Tunes. Quoi qu'il en soit, on souhaite une très bonne nouvelle année chinoise à tous les Chinois de France et du monde. Et tout de suite, on retrouve Janice pour la question bête du jour. Janice, c'est à vous. Si une tortue et un escargot qui gagne? Si une tortue et un escargot font la course, qui gagne? Aucun des deux, ça c'est sûr, ils sont tous les deux là. Vas-y. Si une tortue et un escargot font la course, qui gagne? Bah toi en priorité, mais si les jeunes avez une idée, si une tortue et un escargot font la course, qui gagne? La tortue. Pourquoi? C'est comme le conte de Femme de Fontaine. Je te lièvre la tortue, et qu'à la fin, c'est la tortue qui gagne, pas le lièvre. Du coup, là, ça sera peut-être l'escargot. Ouais, parce que l'escargot, on dit qu'il est plus lent que la tortue. Peut-être que la tortue va prendre confiance et elle va s'arrêter de manger comme le renard il faisait. On sait pas. Moi, je vote pour l'escargot. Si une tortue et un escargot font la course, qui gagne? C'est une bonne question, ça. Je dirais la tortue, vu qu'elle est plus grande, elle aurait forcément les pattes avant plus loin. Eh ben bravo. C'est parti. Alors, si une tortue et un escargot font la course, qui gagne? La tortue. Mais pourquoi? Parce qu'elle a 4 pattes. Ok. Pourquoi pas, ouais. Et on retrouve encore Janice pour notre météo de la fin de semaine. Alors Janice, demain, il fera quel temps? Il pleut. Oui, il fera 6 degrés le matin et 10 degrés l'après-midi. Excellent. Vendredi et ce week-end, qu'est-ce qu'il va faire comme temps? Il va y avoir de pleut. la pluie aussi, bravo. 7 degrés le matin et 10 degrés l'après-midi. Merci Janice pour cette météo et pour cette question bête du jour. Alors c'est déjà la fin de la 20e émission de Radio EM Pro. On espère que cette émission hors série spéciale Le Monde, Voyage autour du monde, devait aller avec le bal, vous plaira. On vous souhaite à tous une très bonne semaine et un très bon week-end. Et on vous dit... Yes, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ouais, ça passe.